Voilà, exactement 12h30. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h et nous allons recevoir deux dames. Pour commencer, Madame Guylaine Charbonnet, bonjour. Oui, bonjour. Elle est éditrice de ce livre dont on a déjà parlé, mais c'est le deuxième épisode. Je ne sais pas s'il y en aura un troisième, mais il y a déjà un premier, le deuxième épisode. Avec, bien sûr, l'auteur ou l'autrice de cet ouvrage, Michèle Robin-Clair, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, elle est architecte aussi. On va recevoir un peu plus tard une autre femme, Laurence Makiaba, porte-parole de l'ANG pour une manifestation culturelle qui aura lieu dans les jours qui viennent. Et puis, on devrait terminer avec Noémie, sa chronique Je déborde ça là. Sinon, l'actualité, c'est l'inauguration au Résé du groupe scolaire et aussi de la route. Monsieur Jalton est présent sur le terrain. Est-ce qu'il se présente aux élections législatives? Je ne sais pas. Vous pouvez poser la question. Rencontre littéraire avec Gisèle Pinault, c'était au MAC ce week-end, vendredi dernier. Elle était d'ailleurs notre invitée la semaine dernière. On a beaucoup parlé de son ouvrage. Et elle était venue dans le cadre de cet événement sur l'architecture, puisqu'elle a écrit un ouvrage, un bel ouvrage aussi, qui s'appelle La Guadeloupe en temps longtemps. Je ne sais pas, vous connaissez? Oui, oui. Oui, bon, ça ne m'étonnerait pas que vous ne connaissiez pas. On parlera aussi de la maison de la famille Abimao avec Vianney Balverde, et puis un jeu pédagogique autour de la banane. Voilà un peu ce qui fait l'actualité. Merci d'être avec nous aussi nombreux chaque midi. Et donc, je vous l'ai dit, c'est le deuxième épisode de Aliture, l'architecte d'une reconstruction, avec ce beau livre. Et c'est vraiment le cas de le dire, parce que c'est un livre que vous devez avoir chez vous. Pourquoi? Parce que Aliture, c'est l'après 1928, après le cyclone. Il est venu, il a reconstruit pratiquement la Guadeloupe. Et c'est une édition nouvelle de cet ouvrage. Donc, vous ne connaissez pas. Et il y a plein de belles images. Alors, Madame Robin-Clair, excusez-moi, je vais commencer par l'éditrice. Bien sûr, oui. Avec plaisir. Alors, comment c'est venu l'idée de faire un livre aussi beau? Alors, oui, bonjour à tous. Alors, le livre, en fait, c'est une édition augmentée. Oui. C'est un travail qui a été fait... c'est d'abord une rencontre avec Madame Robin-Clair, que je connais professionnellement, etc. Et elle est venue nous voir en nous disant que ce livre, justement, qui avait été présenté en 2015, n'était plus disponible. Oui. Et est-ce qu'on voulait porter le challenge de le refaire, de le rendre à nouveau disponible. Oui. Et voilà, donc a commencé une belle histoire. Une belle histoire, pas simple, mais intéressante. Et on a décidé de faire non plus une nouvelle édition, mais de faire une édition augmentée, c'est-à-dire d'en profiter pour mettre en valeur les photos, notamment dans l'ouvrage. Donc, vous avez, dans cet ouvrage, vous avez un portfolio de photos que vous avez... Oui, je lis là. Voilà, très belle photo. Combien de photos il y a dans ce bouquin? Donc, dans le livre, il y a 168 photos. Non, il y a 450 illustrations. Ah oui, 450 450 illustrations en comptant les tableaux et les photos. On a tout mis ou bien il en reste encore? Pardon? Il en reste encore? C'est-à-dire? Je veux dire, est-ce que tout a été mis, tout a été rassemblé? Non, bien sûr que non. Il y a encore d'autres? Moi, j'ai encore des photos, oui. Oui, bien sûr. Donc, il y a un deuxième tome. Et au niveau du travail de l'éditrice, bien sûr, il y a un texte, il y a des images, mais alors, pour fabriquer l'ouvrage, ça se fait pas en Alors, d'abord, on a souhaité d'abord avoir une certaine fidélité par rapport au premier ouvrage. Oui. L'intérêt, c'était pour nous vraiment, l'idée, c'est le rendre disponible à nouveau. Oui. Voilà, parce qu'il a été distribué, très peu en métropole, mais bien en Guadeloupe. Et on voulait justement que ce travail, qui est quand même une monographie, enfin, Michel vous en parlera mieux que moi, soit disponible pour des jeunes architectes, par exemple. Et d'ailleurs, on a le projet d'aller encore plus loin et d'avoir un support, de le faire sur un support numérique, comme il se fait maintenant de plus en plus, et dans une version anglaise. C'est-à-dire qu'on veut véritablement rendre cette ressource, cette richesse disponible au plus grand nombre. Voilà, c'était ça le but. Alors l'idée de faire une édition augmentée, c'est aussi parce qu'on travaille, donc on a fait une belle équipe, on avait l'auteur, on avait l'imprimeur, le photographe, donc Simon Levaillant, et on voulait aussi mettre en avant ce travail qui a été fait par le photographe, et c'est pour ça qu'on a voulu, vous voyez, donc on a voulu que sur le livre apparaisse aussi le nom du photographe, pour mettre en avant son travail, oui, parce que Simon Levaillant, d'accord. Alors il y a eu un gros travail de Madame Robin-Clair et de Monsieur Simon Levaillant pour choisir les photos, il y a vraiment un travail
pour amener un livre, pour faire quelque chose de beau et d'efficace, en fait. Voilà. On a véritablement un beau travail d'équipe. Vous en êtes fiers, j'imagine. Ah oui, moi je suis très contente du livre. Oui. Ouais, tout à fait. Alors, quand vous avez présenté ce livre en France, comment il a été accueilli? Ben, très bien, on a eu l'occasion, c'était en février, on a eu l'occasion de se rendre au niveau de la librairie Calypso Calypso, librairie antillaise de France. Voilà, la petite librairie antillaise, qui était très bien, c'était assez chaleureux. Hein. On a fait une petite présentation. Sinon, au niveau des bibliothèques comme la BNF, etc., les différents centres comme Beaubourg, etc., c'est des choses... Le livre est un livre qui est intéressant et qui existe déjà. Donc il était attendu, si vous voulez. Cette indisponibilité était véritablement un problème. Donc aujourd'hui, on apporte vraiment une offre nouvelle et on a un bon retour. Et je le confirme parce que je l'ai lu au lit. Alors, Michel Robin-Clair, on ne va pas reprendre toute l'histoire d'Aliture, mais enfin, quand on fait une émission, on est obligé chaque fois quand même de faire ce qu'on appelle un petit sum-up. Dire qui était Aliture, j'ai dit que c'était après le cyclone de 1928. Qu'est-ce qu'il a fait de bon en Guadeloupe? Eh bien, on lui a confié d'abord tous les bâtiments gouvernementaux. Et il a commencé par... le premier, c'était le tribunal de Pointe-à-Pitre. Oui. Après, le tribunal qui a été abandonné, là? Oui, et ça, et qui a été très bien restauré. Alors, là, je pose la question à l'adjoint au maire, enfin, à la municipale, à l'élu municipal. L'élu municipal. Qu'est-ce qui va devenir ce tribunal de Pointe-à-Pitre? Il va rester en annexe. Il ne va pas être détruit, non? Non, du tout, du tout. Et il a été, la direction des affaires culturelles a mené une opération très intéressante parce que c'est le seul, notamment, à avoir des carrelages verts. Vous savez, le carrelage, c'est vraiment la marque d'Aliture. Et là, il est le seul à avoir des carrelages verts. Et en fait, la DAC a fait un très beau travail. Ils ont enlevé toutes les cloisons, tout ce qui avait été rajouté depuis longtemps. Et ils vont restituer le bâtiment tel qu'il doit être. Quel est, de votre point de vue, vous qui avez bien étudié la question, la région, la ville de la Guadeloupe ou la commune qui a le plus profité d'Aliture, globalement? On peut dire que la commune du Lamentin a reçu en fait un ensemble de bâtiments qui structurent... il y a la mairie, il y a... Voilà, ici il y a de la place. D'abord il a fait la place avec les bancs et les colonnes. Et puis il a fait le monument mort. Donc il a fait la mairie, le presbytère, l'école, l'église. Et il est revenu sur le palais de justice. Oui, tout est là en ce moment. Tout est là. Et il a fait en plus un marché qui est un peu plus loin et une petite chapelle sépulcrale qui est une des 3 seules qui continue à résister en Guadeloupe. Ça veut dire que le Lamentin a été plus ravagé par le cyclone le 28 ou c'est un choix personnel? C'était un choix parce qu'en fait, Aliture est intervenue dans les communes à la suite d'un prêt au crédit foncier que les communes ont pu faire, de 36 millions en tout pour toutes les communes qui ont pu y accéder. Il est à noter que Saint-Barthélemy n'a pas pu y accéder parce qu'elle était trop pauvre. Donc on n'a pas fait confiance. Il faut bien dire que c'était à l'époque. Et en fait, ce prêt n'a jamais été remboursé. Et donc, le Lamentin a fait un peu plus de prêts que les autres. Mais il y a des communes où, par exemple le Moule, où il y a quand même 3 écoles, une en centre-bourg et 2 dans la campagne, et ça c'est important aussi, plus le presbytère, le clocher, et c'est tout pour l'église. Alors c'est pas un quiz, mais je pose une autre question. Quel est le bâtiment le plus majestueux de tout ce qu'il a construit et créé en Guadeloupe? Moi, je trouve que c'est le Conseil général. De Bastia, oui. De Bastia, parce que... C'est la capitale. Voilà. Parce je suis bastéouen, c'est pas je dis ça. Voilà. Non, mais il a bénéficié d'un site, d'un effet de site. Comme le Conseil général était en haut de la colline, il a pu faire des escaliers qui montent vers le Conseil général. C'est un palais grec. Et c'est magnifique. Voilà. Et ce qui est très beau, c'est qu'il faut se mettre en bas dans la rue. On regarde comme ça, les pylônes, là. Voilà. On regarde de là, et il y a d'abord la grille. La grille qui est très très belle, la grille en fer forgé qui est très belle. Après, on a les 3 volets de marche d'escalier. Et après, on arrive en haut au Conseil général qui s'étend comme ça. Et puis, tout le carrelage, tout l'intérieur, etc. Le patio. Le patio à l'intérieur, tout ça.
Alors, l'autre question... il y a même du mobilier. Hein. Pardon ? Conseil général, il y a même du mobilier qui est encore là. Oui, il y en a aussi au palais de justice de Basse-Terre. De Basse-Terre. Du mobilier. Alors, l'autre question, est-ce que vous, en tant qu'architecte, vous avez beaucoup, entre guillemets, été inspiré par Alitur, ou est-ce que les architectes guadeloupéens, je ne dis pas sont des alituriens, mais est-ce qu'ils quand même ils ont tenu compte un petit peu de ce qui a été fait? Je pense parce qu'on a tous, on a été élevés dans des mairies, dans des écoles, on a été baptisés dans les églises. Je pense qu'instinctivement, on a engrangé toute cette architecture dans laquelle on a baigné automatiquement. Et en plus, si vous voulez, il y a eu les enfants d'Alitur, qui est des architectes qui ont été juste après Alitur, quand il a quitté. Alors notamment, on peut citer Michel Corbin, pas pour toutes ses œuvres. Le père Corbin, oui. Pas pour toutes ses œuvres, mais par exemple le Palais de la Mutualité. Oui. Donc ça, c'est pas Alitur, mais c'est vraiment, on dirait, sous le pot, comme on dirait. Oui. Oui. Et ensuite, il y a des architectes comme Gabriel, alors je crois que c'est Henri son prénom, qui a fait notamment la mairie de Désirade, et puis des petits dispensaires, le dispensaire de Désirade et le dispensaire des Saintes, oui. Qui sont vraiment dans la ligne d'Alitur. Et puis il y a Mercier, Édouard Mercier, qui était son chef d'agence et qui a fait notamment la Maison des Saintes. Oui. Et je suis tellement contente, elle a été rénovée magnifiquement. D'accord. Et il a fait aussi l'hôtel royal, qu'on appelle l'hôtel de Madame Lauterbonne, à Basse-Terre. De Madame Lauterbonne. Ouais. Alors à Désirade, c'est conservé, Madame Cherbout? Bien, là, on est en train de faire... Il y a des travaux qui se font sur la mairie de... Sur la mairie de Désirade. Mais la mairie de Désirade, elle est voilà. Elle est conservée, elle n'est pas comme l'église de Bimao. C'est pas Alitur, hein. C'est Gabriel. Oui, c'est l'inspiration Alitur. Voilà. Oui. Par contre, il y a l'église de Mornalo. Oui, l'église de Mornalo. On a vu tout à l'heure l'église de Mornalo. Voilà, qui a gagné le financement de Berne. Mais alors, l'autre question qui se pose, Alitur, il a fait autant en Guadeloupe, mais à l'extérieur, à l'étranger, qu'est-ce qu'il a fait d'aussi important? En même temps qu'il faisait en Guadeloupe, oui. Il a gagné 120 millions de francs, un concours de la ville de Paris, et il a fait des habitations à bon marché. C'est un businessman ou pas? Du tout. Non. C'était quelqu'un vraiment avec le cœur, on va dire. Avec le cœur, oui. Et il a construit des opérations de logements sociaux, donc de l'époque, des années 30, qui sont magnifiques, en briques, vous savez. Qui existent toujours en France. Et qui existent toujours, qui sont impeccables, qui sont toujours loués, ça appartient à la ville de Paris. Et il y en a un qui est facile à trouver pour tous les sportifs, c'est l'immeuble Stéphanique, qui est tout près du Parc des Princes, collé sur le Parc des Princes. Oui. Et donc, quand on voit un peu tout ce travail qui a été fait, alors depuis des années 30, ça fait quoi presque ça va bientôt faire 100 ans. Un siècle, un siècle, et ça tient toujours. Alors, c'est dû à quoi? Parce qu'à l'époque, les maisons d'avant 1928, avant le cyclone, c'était des maisons en bois pour la plupart. Et il instaure le béton, en fait. Oui, il instaure le béton armé. Alors, pas seulement. En fait, le béton était institué pour les structures. Et c'était des remplissages en parpaing, en fait. Tout simplement. Ce qu'on fait aujourd'hui encore. Oui. La préfecture de Basse-Terre. Voilà la mairie de Désirade. Oui, c'est la mairie qui est magnifique. Oui. La préfecture de Basse-Terre, c'est Alitur? Oui. Il l'a reconstruite parce qu'en fait, elle avait été détruite par le feu en 1905. Oui. Et donc, il l'a reconstruite. Oui, c'est lui. Et les architectes, alors vous parliez d'inspiration des architectes guadeloupéens, mais Blandin et Ramsey ont fait l'extension, il y a une trentaine d'années, l'extension de la préfecture dans le même style. Ils sont restés dans le même style. Oui, dans le style. Alors, je reviens vers l'éditrice. Alors, un livre comme ça, c'est combien d'heures de travail? Combien de jours? Combien d'années? Combien de semaines? On a commencé à travailler en 2020. Ah, quand même? En plein confinement? En plein confinement, oui. Oui, ça vous a aidé? De toute façon, le confinement, je crois qu'on vit avec, ça y est, maintenant c'est rentré un petit peu dans nos mœurs. Donc on est parti en 2020 et on a pu l'achever en fin d'année 2021. Oui. C'était important parce que du fait du contexte et le Covid, etc., les matières premières augmentent. Bien sûr. Et donc on a été confrontés à tout ça, donc on a pu le faire sortir en fin d'année. Bon, tout ne s'est pas mis en marche tout de suite, mais enfin voilà, il est sorti, on était content que ce soit déjà fait. Et puis, moi je voulais vous remercier quand même parce que c'est vous voyez notre petit logo là, donc c'est
Vous avez eu votre logo très discret. Alors oui, c'est ça. Très discret. Oui, même trop discret, j'ai envie de dire. Non, le but, c'est pas forcément qu'on soit visible, c'est qu'on soit là, quoi. Mais oui, mais qu'on ait contribué, qu'on est encore là. On veut éditer autre chose. Oui, non, mais voilà, non, c'est bien. Je pense que c'est bien. Pour un beau livre, c'est bien d'être discret. Comment Madame Robin-Clair vous a conquis Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, moi, je suis technicienne, moi, je suis un ingénieur. Hein. Donc, en fait, de formation. De formation, tout à fait. Ah, vous n'êtes pas éditrice de naissance, comme on dit. Non, je ne suis pas éditrice de naissance. Non, en fait, Anthrax, c'est une société d'ingénierie, d'études et d'ingénierie, et qui a comme support l'édition. Donc, l'édition se fait dans les domaines dans lesquels Anthrax fonctionne. Oui. Voilà. Et donc, moi, j'avais l'occasion de rencontrer Mme Robin-Clair, que je connais et que j'apprécie par rapport à son travail, donc comme un exemple, quoi. Donc c'est pas la Désirade que vous l'avez rencontrée. Non, c'est pas la Désirade. C'est pas comme toutes les deux Désiradiennes, mais c'est pas la Désirade. C'est en Guadeloupe que je l'ai rencontrée. Je savais qu'elle était Désiradienne. Hein, Robin. Oui, Robin, voilà, ça sonne Désirade. Ça sonne Désirade. Oui, ça sonne Désirade. Oui. Et voilà, donc on est toutes les deux de la profession technique, hein, et c'est pour ça qu'on va sur un livre comme ça. Oui. Donc voilà, moi c'est un livre qui me parle parce que le béton, parce que toute cette technique, parce que la beauté aussi de ce que fait Aliture. Vous connaissez déjà l'Aliture Non, moi je connaissais Aliture comme tout le monde, hein, oui, puisqu'on vit dans les bâtiments d'Aliture, oui, mais je ne connaissais pas particulièrement l'œuvre d'Aliture. Je savais qu'il était un peu partout représenté, mais je ne connaissais pas. J'ai découvert véritablement le livre en 2019. Lorsqu'on s'est rencontrés par rapport à ce livre. Voilà. Oui. Et donc, ça donne envie de faire autre chose? Oui, ça donne envie de faire autre chose. Ça montre déjà qu'on est capable de faire des choses intéressantes ici, en Guadeloupe. De qualité. Désirade. Oui, de Désirade. Ah, vous avez conçu ça à Désirade? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Nous sommes sur Sainte-Anne. Mais enfin voilà, on est capable de faire de belles choses en Guadeloupe, c'est ça? Oui. Et il faut continuer. Et puis on a toute cette jeunesse à qui on veut apporter des choses. Tout à fait. Moi, c'est un peu mon slogan. Hein, ça fait des années. Donc ouvrir un petit peu la connaissance, permettre à tout le monde d'avoir accès, c'est superbe. Voilà. Donc c'est un beau travail qu'on a fait dans ce sens-là. Je pose la question, mais enfin, j'imagine la réponse. Vous ne ferez pas pareil pour Berthelot? Il n'y a pas de... Pourquoi pas? Non, je pose la question. Hein. Non, il y en a... Parce qu'il a un ouvrage qui est sorti il y a, je crois, plus de 20 ans. Mais il n'est jamais venu nous voir. Non, mais c'est difficile pour lui aujourd'hui de venir vous voir. Oui. Il est mort. Oui, non, ah oui, mais vous parlez du père. Le père, pas le fils, je parle du père, Jacques Berthelot. Parce que moi je connais le fils, donc je pensais que non, je parlais de Jacques Berthelot. Ah oui, Jacques Berthelot, qui a un ouvrage sur la case créole. Magnifique. Qui a fait aussi, qui a connu son heure de succès à l'époque, enfin il y a plus de 20 ans. Et vous pensez que ce serait intéressant de s'y pencher? Moi, je pense que, honnêtement, en tant que patrimoine aussi, parce que il a fait un certain nombre de choses, de réflexion sur l'architecture locale. C'était pas du béton, lui, c'est la case créole, ce qu'on appelait la case créole et ses aménagements. Je pense qu'il y a autant à dire aussi que sur Aliture. Aliture, c'est autre chose, c'est un autre niveau, c'est une autre époque. Berthelot a fait aussi des choses. En tout cas, alors après Aliture, vous faites quoi? Alors après Aliture, pour l'instant, on est encore dessus parce qu'on veut faire le projet. Le deuxième épisode, c'est ça? Voilà, pour l'instant, on est encore dessus parce qu'on aimerait d'abord aller jusqu'au bout de le format numérique. Oui. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Et puis après, on verra. Mais on restera pas forcément que sur l'architecture. Ah non, mais on sera sur le patrimoine, matériel et immatériel. D'accord. Voilà. Une dernière question à Madame Robin-Clair. Quand on fait chaque année l'année des... Comment ça s'appelle? L'année des manifestations autour des... Ah, les journées du patrimoine? Journées du patrimoine. Est-ce que Aliture est mis en valeur? Écoutez, je vais être franche avec vous. Oui, vous avez intérêt à l'être ici. Je faisais au début, je les faisais. Oui. Et une fois, donc c'est normalement, il faut que les bâtiments soient ouverts. Oui. D'accord. Et une fois, j'étais en métropole et j'avais oublié que j'avais ces journées du patrimoine. Donc je rentre de métropole pour faire mon rôle de journée du patrimoine. Je descends à Basse-Terre. Oui. Donc l'idée, c'était de visiter les bâtiments Aliture de Basse-Terre. C'est la DAC qui avait organisé ça? Oui, c'est organisé par la DAC. Oui. Et j'arrive, nous voilà, une dizaine de personnes et moi, devant le conseil général, fermé. Oui. Devant le palais de justice, fermé. D'accord. Préfecture, fermée. Oui. Donc j'ai raconté des choses,
parce que j'ai des choses à dire. Oui. Et puis je suis rentrée chez moi. Et la fois d'après, quand la DAC m'a rappelé, je lui ai dit, écoutez, c'est terminé. Oui. Donc depuis, plus de journée de patrimoine. Voilà, c'est fini pour moi, Ouais. en tout cas. Parce que les bâtiments, alors les gens disent, oui, on va les ouvrir, et le jour dit, ben, le gardien, il n'est pas là, quoi, le dimanche, Oui. c'est le dimanche, c'est Oui, fermé, c'est quoi. jour férié. d'accord. C'est fermé. Donc c'est pas ouvert. Oui, parce que madame, oui, madame. Oui, non, justement, je vous écoutais. Allez-y, je vous écoute. Non, j'allais dire que vous avez dit que vous voulez faire la transmission pour les jeunes aussi. Oui. Comment ça va se faire à partir de ce travail? Est-ce qu'il y a des conférences Alors, il faut que vous sachiez qu'on n'a pas fait un livre comme ça sans le ministère de la Culture et donc la DAC. Oui. Vous voyez, dans les premières pages, vous avez leur petit logo et surtout qu'on est sur les monuments historiques. Et puis sans les collectivités majeures auxquelles on tenait à ce qu'elles nous accompagnent. Donc que ce soit le conseil régional qui avait précédemment fait la première édition, que ce soit le conseil général départemental. Donc toutes ces collectivités nous accompagnent parce que c'est leur rôle, donc c'était important pour nous. Et donc alors on ne sait pas, peut-être vous m'aviez parlé de documentaire, c'est une idée. Oui, je vous disais, enfin, on a eu un échange téléphonique, je disais que ce serait bien qu'il y ait un documentaire sur Alitur. Il y a eu déjà des documentaires. Il y a eu un déjà. Non, pas sur l'œuvre d'Alitur. Il y a jamais eu. Comme vous savez, Arte faisait ça pendant un moment. Oui. Vous avez des documentaires sur l'œuvre d'un architecte. Oui. Et quand j'ai pu les contacter, ils ont arrêté. Ils font plus ça. Ouais. Donc il faudrait trouver quelqu'un. Ouais. C'était Arte qui faisait ça. Des documentaires formidables. Mais ça peut se faire. Ben, faudrait monter ça, mais je ne sais pas trop comment, sur quel levier appuyer et qui contacter. Je vous dirai ça après l'émission. Parce qu'Arte, on peut faire quelque chose avec eux. Ce serait bien, non, ce serait bien. Ça serait formidable. Arte, ce serait parce que, juste une dernière chose, au niveau de la Caraïbe, il y a l'équivalent d'Alitur dans les autres îles. Du tout. Et même au niveau de la France, enfin, je veux dire par là, il y a au niveau du monde. Il n'y a aucun endroit au monde où il y a 75 bâtiments art déco de qualité, dans un territoire restreint qu'on peut visiter, et donc d'une telle qualité. Voilà. Et donc, en fait, ce que je pense aussi, c'est que de ce livre-là, alors il faudrait voir avec la DAC si c'était possible, mais on peut très bien faire des circuits à Alitur, faire un petit livre de circuits à Alitur, et ça pourrait aider énormément le tourisme. Mais avec le CTIG, voilà, avec le comité du tourisme. La famille Alitur vous a contacté? Alors, moi, la famille Alitur, si vous voulez, j'avais retrouvé une vraie enquête policière. J'ai retrouvé sa fille, qui est née en 1932. Oui, commandant, inspecteur. Voilà, il y a son petit-fils qui est prêt à venir en Guadeloupe si on faisait quelque chose. Voilà. Et qui ne connaissaient pas l'œuvre de leur père, ni sa fille, ni son petit-fils. Alors, j'ai déjà posé la question, mais je la repose quand même. C'est les collectivités locales vous ont aidé pour la mise en place de ce bouquin, l'édition. Mais du point de vue des collectivités, des maires et des conseillers régionaux, généraux, etc., tous ces gens politiques, est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a un petit trésor en Guadeloupe qui s'appelle Alitur? Non, il y a des maires qui n'en sont pas conscients. De toutes les façons, oui, ça serait bien vraiment de faire quelque chose, parce qu'à Port-Louis, il y a des problèmes, à Baïf, il y a des problèmes. Ah oui, à Marie-Galante aussi, non? Marie-Galante, ça va. Il n'y a que l'hôpital qui est en ruine. Oui, mais le palais de justice, il a été récupéré. Oui. Il est magnifique. Celui de Port-Louis, il est en chien, comme on dit. Celui de Port-Louis, ça me fait une peine immense. Oui, c'est vrai. Et à Baïf, il y a un petit beffroi, un petit clocher, et une petite chapelle sépulcrale en haut, au haut de la colline, au-dessus de la mairie, qui sont en train de tomber en ruine. Alors, enfin, encore ça existe parce qu'il faut le dire, au Bémao, la mairie a été rasée. Oui, et le presbytère aussi, parce que je n'ai jamais retrouvé le presbytère. J'ai jamais retrouvé. Ah, d'accord. Il a été rasé aussi, mais pas il y a longtemps, je pense. La mairie, c'est dernièrement, enfin, on le sait. En tout cas, mesdames, félicitations. Madame l'éditrice, je le dis haut et fort, les Guadeloupéens qui n'ont pas encore ce livre, dépêchez-vous de l'avoir. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Et même à Carrefour. Même à Carrefour, même à la FNAC, enfin partout, on fait de la pub là. Il y a un seul et même prix en France. Comme, on a voulu que le prix soit le même en Guadeloupe comme en métropole, de façon à ce qu'on ne soit pas des donc c'est un prix international. Tout à fait. Oui. Voilà. Et il y a une version anglaise, elle m'a dit ça, Madame Roubaix, m'a dit un jour, il y a une version anglaise. En numérique d'abord. Et chaque fois, on le dit quand même, comme on est ici, qu'on ouvre en Martinique, il n'y a pas eu d'Alitur en Martinique. Non, il avait gagné un concours pour un hôtel, mais ils n'ont pas voulu de lui. Ils n'ont pas voulu de lui et ils regrettent beaucoup. En tout cas, merci d'être venu. Nous, 56, on passe un petit peu sur l'actualité. Mais tenez, on va voir l'inauguration d'un groupe scolaire. C'est sûrement pas de l'Alitur, mais c'est au Rézé. Reportage Charlie Dagonia. Merci. C'est une immense satisfaction, je le dirais, de cette manière-là, puisque c'est une maison qui a été pensée depuis un certain temps,
quelqu'un l'a dit, j'en avais rêvé à l'époque en ma qualité d'adjointe au maire. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui se concrétise par cette inauguration. La grande satisfaction, c'est d'avoir eu une ministre, une femme à mes côtés, afin de pouvoir inaugurer cette maison dédiée à la famille bémarossienne. Une maison de la parentalité de la famille qui nous permettra de recevoir les familles, de pouvoir les écouter parce que l'écoute est éminemment importante, mais aussi pouvoir accompagner ces familles sur les différentes problématiques qui les concernent. Ce genre d'action est important, pas seulement qu'en Guadeloupe, mais partout, sur tout le territoire français, que ce soit dans l'Hexagone ou les territoires ultramarins, parce que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité et qui sont avec leurs enfants, lorsqu'elles se retrouvent sans le toit, elles prennent beaucoup plus de temps à se reconstruire. Et je pense qu'il est essentiel que nous ayons une véritable solidarité pour accompagner les personnes qui sont le plus en précarité, et en particulier celles qui subissent des violences. Aujourd'hui, c'est une chose, c'est une première pour la Guadeloupe d'avoir cette maison de la parentalité avec 2 chambres. La ministre a tenu sa promesse de venir l'inaugurer parce que c'est une première en Guadeloupe. Il y en aura d'autres et donc c'est pour moi une grande satisfaction de voir que nous continuons. On connaît quelles sont les difficultés, les problèmes au niveau de la famille et souvent ces problèmes ont des conséquences sur la délinquance plus tard. Donc c'est pour ces raisons qu'en tant que président du département, je salue une telle initiative de la ville de Bémaro pour permettre qu'en un même lieu, qu'on puisse accueillir, qu'on puisse conseiller, qu'on puisse même héberger. Et d'ailleurs, je verrai avec le maire comment nous pourrons dupliquer cette initiative sur d'autres villes de la Guadeloupe. Et c'était l'occasion pour moi de réaffirmer cette nécessité de développer la solidarité humaine et territoriale en Guadeloupe. Voilà, maison de la parentalité, le groupe scolaire des Abîmes, ce sera un autre reportage. Juste une question, à l'époque d'Alitu, il n'y avait pas encore de clim. Non, du tout. Et alors, comment il faisait ? C'est un architecte qui s'est inspiré de ce qu'il avait vu autour de lui. Et vous verrez que tous ces bâtiments, ils ont des claustras et des fenêtres en fait en jalousie. Et il y a une aération transversale dans tous ces bâtiments. Ok, tout est dit. Voilà, 12h59. Il y aura un 3e épisode, non ? Ah ben, si vous voulez, moi je suis toujours disponible. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. 12h59, la pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Notre prochaine invité, c'est Laurence Makiaba, tout à l'heure. Voilà, il est 13h05, même 6 minutes, non, pas encore vraiment, 13h04 dans le ZCL News d'aujourd'hui. Nous sommes, je le rappelle, le mardi, 15 mars déjà. Et on va parler d'inauguration au Rézé. Et tout à l'heure, on va recevoir Laurence Makiaba et parlera des manifestations culturelles du CAC, parce que le CAC, vous le savez, a changé de nom. C'est devenu le CAC Maryse Condé. Mais pour l'heure, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était l'inauguration au Rézé du groupe scolaire et de la route. Charlie Dagounia, on regarde. Aujourd'hui, nous avons connu un événement assez important, puisque nous avons inauguré d'une part, bien sûr, l'axe routier qui permet de desservir, en tout cas qui permet de désenclaver le Rézé. Donc nous avons prolongé le boulevard de Marie-Galante jusqu'à la RN5. C'est un ouvrage extrêmement important et qui a une durée de plus de 100 ans, Donc vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de paysages, beaucoup de qualités environnementales. Donc nous avons respecté un certain nombre d'éléments importants dans le cadre du développement durable. Et bien entendu, nous avons inauguré également ce groupe scolaire que l'un des directeurs a qualifié de paquebot, de gros bateaux, puisque nous pouvons accueillir ici jusqu'à 700 élèves. Bien sûr, des écoles maternelles, des écoles primaires. Et donc nous avons une belle réalisation. Tout le monde a tenu à féliciter cette belle réalisation, peut-être certainement l'unique en Guadeloupe. C'est un outil important au service de l'éducation de nos enfants, surtout dans cette période de la pandémie, cette période, j'allais dire, compliquée où on fait la guerre en Europe. Et donc il est important que l'éducation redevienne notre priorité absolue et singulièrement pour nos enfants. Et donc nous avons tenu à offrir
à ses élèves, à près de 700 élèves, eh bien, ce bel outil. C'est un bâtiment que nous avons intégré il y a 1 an et puis après 1 an d'exploitation, je peux affirmer qu'il s'agit d'un outil fonctionnel, moderne, qui est vraiment dans l'air du temps et qui répond à nos besoins. Au quotidien, bien évidemment, c'est une forte concentration d'élèves puisque vous avez dans ce groupe scolaire 4 écoles qui se retrouvent ensemble, qui ont fusionné. Donc au quotidien, ça se passe très bien puisque nous avons une excellente collaboration. Hein. Les choses se préparent en amont, il y a de la discussion, de la collaboration et puis beaucoup d'écoute. Donc c'est une gestion qui nécessite de l'anticipation, bien évidemment. Voilà, il est 13h09, Laurence Makiaba est arrivée, je disais, donc on va la recevoir puisque le CAC a repris sa fonction normale et naturelle, devenu un lieu de rassemblement culturel et d'événements culturels. Le week-end dernier, il y avait donc ce dimanche, dimanche dimanche ou commandement, je cherche un mot entre CAC, MAC, Patouraille, enfin bon, tenions paquet monde et c'était extrêmement important et joli, nous voyons ça hier. Et là, Laurence est venue nous dire que le CAC a changé de nom. Oui, c'est le CAC Maryse Condé. Voilà. Oui. Donc on a choisi de rendre hommage à cette grande figure de la culture guadeloupéenne qui nous a déjà représenté bien de par le monde. Donc voilà, donc c'est le choix que l'équipe a fait de retenir ce nom-là comme le nom du Centre des Arts aujourd'hui. Oui. Alors je voulais revenir quand même sur une petite question que j'ai posée, la question l'autre jour à Mme Tourin. Elle m'a dit, bon, on n'a pas envie de répondre à ça. Est-ce que le maire est déjà venu au CAC? Non. Jamais? Non. Il connaît ici pas aussi. La mairie est loin du CAC pour les gens qui ne savent pas. Ceci étant, la toute première semaine, c'est l'un des premiers à nous avoir reçus et à nous avoir dit qu'il était content de voir que ce dossier-là bouge. Voilà. Il nous a permis de faire... on avait un week-end street art sur le parvis de la mairie. Oui. Tout le mois de juillet de l'an dernier, on a utilisé le parvis sans souci. Donc voilà. Donc, il n'est pas encore venu voir les œuvres. Mais en tout cas, par ces actions, il nous a permis en tout cas de pouvoir nous exprimer. Alors, par ailleurs, aujourd'hui, il y a une véritable activité culturelle au CAC, je le disais, mais pas seulement pour les Guadeloupéens, parce qu'on m'a dit qu'il y a des étrangers qui commencent à venir. Ah, mais depuis le début, hein, il y a des fresques de personnes étrangères. Des gens je parle de visiteurs. Voilà. Mais on a des visiteurs de tout temps. Je pense que même les touristes sont venus avant les Guadeloupéens, quoi. Oui. Ah bon, les touristes sont venus avant les Guadeloupéens? Oui. Assez bizarrement, les gens ont eu l'information qu'il y avait quelque chose qui se faisait au Centre des Arts. Et on a eu beaucoup de gens qui sont venus visiter. Et maintenant, on voit beaucoup de familles guadeloupéennes venir nous voir. C'est assez particulier. Alors, donc, le CAC, c'est véritablement organisé, parce que j'ai vu une petite vidéo qui circule sur les réseaux, où pratiquement, on peut faire toutes sortes d'activités. Alors, est-ce que, Laurence, vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'on peut faire? On va parler tout à l'heure de l'actualité, mais ce qu'on peut faire au CAC maintenant. Alors, aujourd'hui, au CAC, il y a évidemment des artistes qui viennent proposer leurs toiles ou leurs œuvres. Quand je dis œuvres, ça peut être des œuvres musicales, du théâtre ou autre chose, même si ce qui reste sur les murs, ça reste les toiles. Et on a aussi des ateliers qui ont lieu le mercredi après-midi avec Joël Nanquin, atelier peinture Poutsimoun. On a des ateliers de yoga, des cours de chant, des cours de salsa. On a eu du cirque. Il y a eu des associations aussi qui accompagnent les jeunes pour leur apprendre à faire du graphe. On a eu du maillolet. Voilà, donc on a beaucoup d'activités. Il y a du livre aussi. Du livre, parce que ça s'appelle Maryse Condé. Non, mais il y a une bibliothèque. Il y a une bibliothèque et dans la bibliothèque, il y a le fonds de l'histoire des Glas. On nous a ramené les livres de l'histoire des Glas. Donc oui, il y a une bibliothèque qui fonctionne et on a d'ailleurs de plus en plus d'activités qui vont se mettre en place. Donc les associations qui voudraient aussi participer à l'essor du Centre des Arts sont les bienvenus. Voilà. Alors j'avais posé la question à Mme Francesca Fessoul qui était ici, puisque semble-t-il, ça commence quand même à bouger du point de vue politique au Cap Excellence, en fait, semble-t-il. Hein. Non, on a la sensation qu'on n'est pas entendu, c'est-à-dire qu'on nous invite dans des réunions et on nous demande qu'est-ce qu'on veut mettre dans telle salle ou dans tel endroit ou dans tel ci. Nous, ce qu'on voudrait, et on l'a dit au-delà du Centre des Arts, mais c'est encore plus prégnant pour le Centre des Arts, c'est qu'il y a une vraie réflexion. Aujourd'hui, comment on passe de l'amateur au professionnel? Il y a combien de bénévoles aujourd'hui qui vivent des arts? Il y a combien d'écoles? À quel niveau on est? Pour que la proposition que le Centre des Arts
faire soit une proposition qui soit adaptée et complémentaire. Il ne s'agit pas de faire un studio de musique et d'empêcher à Debs qui est à côté de vivre parce qu'il y aura une concurrence publique qui sera peut-être bien moins chère. Il s'agit d'avoir une véritable réflexion et on ne nous parle pas du CAC, du Centre d'art contemporain là, de la région, alors que c'est un dossier dont on parle depuis un moment. On ne nous parle pas de toutes sortes de dispositifs qui existent. Donc on nous demande simplement qu'est-ce que vous voulez mettre au premier de la danse, qu'est-ce que vous voulez mettre au deuxième de la musique, sans qu'il y ait toujours cette réflexion-là. Sur une politique globale. Voilà. Alors ils retiennent des idées. On a proposé par exemple qu'il y ait un véritable lien avec l'université pour que on sorte de cette idée de cette vision d'une culture un peu folklorique et chacun se lève un matin et décide que c'est comme ça nous toujours fait, c'est comme ça nous qu'a fait gros cas, c'est comme ça. Voilà, mais qu'on aille sur vraiment une recherche scientifique autour de notre culture. D'où viennent nos héritages, qu'est-ce qui se faisait exactement avant, écrire vraiment des documents sur notre musique et que les artistes aient accès à cette culture scientifique. Donc on a proposé qu'il y ait ça, en plus du centre de ressources, ça a été a priori retenu par le programmiste, mais derrière on est loin de ce qu'on attendrait. Il y a déjà eu 19 millions d'argent public mis dedans. Nous, ce qu'on espérait, c'est qu'on arrive à une discussion où on peut se dire que l'outil qui sera là, ce sera un outil qui peut servir en complémentarité avec les acteurs qui existent déjà et surtout avec une idée d'arrêter de tout faire au même niveau. C'est-à-dire qu'on a plein d'écoles, on forme plein de jeunes, mais on reste toujours à un niveau amateur et tous ceux qui voudront se professionnaliser, par exemple pour la musique, vont être obligés de partir. On n'arrive pas à structurer le théâtre, par exemple. Donc, dans les présentations de dossiers, chaque année à la DAC, il n'y a quasiment pas de théâtre guadeloupéen, alors qu'il y a plein de théâtres martiniquais. Nos compagnies de danse qui font des choses formidables et qui sont obligées chaque année de faire des choses formidables n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'exporter et d'avoir des spectacles qui tournent pendant 2 ou 3 ans. Donc, tout le combat, il est là, en fait. Et les réponses qu'on a aujourd'hui, on sent que c'est un truc vite fait. On revient dans les mêmes choses. On refait... pour parler franchement, ils ont fait une conférence de presse il y a peut-être un mois, ça fait déjà un mois quand même qu'ils ont fait la conférence de presse. C'est précisément ce que l'équipe d'avant faisait. C'est-à-dire des conférences de presse où on dit « Regardez, on est en train de faire ce qu'il faut », alors que ces discussions de fond-là, qu'on pourrait avoir et sans payer forcément un programmiste de l'extérieur, et bon, on les a pas ensemble. On nous demande juste qu'est-ce que vous voulez dans quelle salle. Ça, c'est voué à l'échec. Alors, est-ce que c'est prévu que ce soit au niveau du CAC ou de l'ANG, d'un séminaire sur ces fondements culturels de la Guadeloupe, sur l'orientation, sur la politique culturelle? Parce que si ces politiques-là pas fait, il faut au moins faire réflexion à ça. Eh bien, ça tombe bien. Alors, on a vu avec les mêmes moyens, on porte une proposition de comité culturel guadeloupéen. Et c'est ce qui a émergé dans nos différentes... on avait déjà une première proposition d'agence, de discussion avant qu'on commence l'action. La rencontre avec d'autres professionnels nous a conduit vers cette idée-là de comité culturel, à l'instar du CTIG par exemple. Et donc on a commencé à constituer ce qu'il faut, comment on l'imagine, quelle gouvernance, comment on le voudrait. Et on a prévu de le présenter le 8 avril au Mémorial Act. Mémorial Act qui aussi comprend la démarche dans laquelle nous voulons aller. Il ne s'agit pas d'être dans une démarche contestataire uniquement pour dire c'est mais c'est pas fait rien, mais plutôt de dire si on arrivait à travailler en cohérence sur ces questions-là, vu que la compétence est partagée, on pourrait économiser de l'argent, permettre à nos acteurs de pouvoir vivre et plus que vivoter de leur métier. C'est le nom officiel, Comité culturel guadeloupéen, CCG. En tout cas, c'est la proposition qu'on a portée. Après, s'il y a d'autres nouvelles. Et ce sera, bon, alors, une fois que ce comité est constitué, quelle sera sa mission réelle sur le temps? Sa mission sera d'avoir un observatoire, qu'on puisse faire des études sur la réalité du terrain et la réalité économique aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui sont sous des noms d'entreprises ou autre chose, d'associations, mais en fait, c'est des artistes qui ne sont pas forcément déclarés comme il le faudrait. Donc, on comprenne la réalité du terrain, quel est l'impact de la culture dans l'économie de la Guadeloupe. Qu'on ait aussi un observatoire par rapport à nos pratiques culturelles, qu'on arrive à faire de la mise en réseau et favoriser les réseaux qui existent déjà, parce qu'on ne va pas dire qu'il n'y a rien qui existe, il y a des réseaux qui existent, le CEDAC existe, Métis Gua existe, il y en a plein d'autres qui existent encore, et aussi d'assurer tout ce qui est export et promotion. Comme le CTIG fait, c'est-à-dire de dire qu'on part avec la Guadeloupe et qu'on l'emmène, on va dans tel salon du tourisme vert, et bien se dire, voilà, peut-être qu'il faut qu'on ait des délégations au Festival de musique du monde de Montréal, qu'on arrive à aller dans les
marché à d'autres endroits pour que nos artistes puissent s'exporter. On ne peut pas imaginer qu'un artiste, pour faire 507 heures, ne les fasse qu'uniquement en Guadeloupe. Oui. Quand on est artiste lead. Donc ça veut dire il faut qu'on arrive à se déployer. Et aujourd'hui, quand un artiste arrive à sortir du territoire, il l'a fait souvent par ses propres moyens. Voilà. Alors justement, parlant de moyens, ce comité culturel guadeloupéen, la question des moyens. Ben, l'idée, c'est que quand j'en parlais de gouvernance, l'objectif dans la gouvernance de ce comité-là, c'est qu'on puisse avoir les collectivités qui sont en charge et qui ont la compétence et la responsabilité de la culture, ainsi que les professionnels qui auront choisi, voté pour leurs représentants issus de 7 collèges. On a fait des collèges en plastique, des collèges édition, écriture, des collèges formation. Enfin, on a fait 7 collèges. L'idée, c'est qu'on puisse choisir des représentants, 2 qui seront au CA avec les représentants des collectivités, et que là, dans cette instance qui existe, qu'on puisse discuter de stratégie territoriale, au-delà de juste... Parce qu'aujourd'hui, quand les élus nous disent, et M. Nelson le répète à l'envi, on a aidé ci, on a aidé ça, c'est pas une politique culturelle, c'est de l'action culturelle. Oui. Ça ne veut pas dire... Il y a des choses qui sont faites. Oui. Mais une politique culturelle, c'est d'où on part, où est-ce qu'on va. On a des enfants qui sont à l'école, qui vont sortir du système scolaire sans avoir entendu une seule fois parler des 7 rythmes du Gros Cas, si ce n'est pas l'enseignant qui a la volonté de le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion sur qu'est-ce qui est constitutif de ce que nous sommes et comment on fait en sorte que ça vive. Oui. Alors, l'actualité du CAC, ça va être le centenaire de Chabin. De Chabin. Alors, il faut dire qui monde quitte Chabin, parce que tout le monde va connaître lui. Mais moi, je découvre aussi. Je ne vais pas mentir, je découvre aussi la figure de Chabin, qui était un chanteur de Gros Cas, un parolier, qui a... du Nord-Grande-Terre. Voilà, du Nord-Grande-Terre, qui a beaucoup porté des messages politiques, des fois, des messages sur les femmes, des messages sur la Bible. Enfin, il a beaucoup inspiré, mais c'était surtout un grand... Il improvisait beaucoup. Et donc, il a beaucoup marqué, en tout cas, son époque. Et c'est l'un des premiers, je crois, à avoir aussi enregistré des albums, enfin, Alors, on dit que c'est le vélo du Nord. Hein. Voilà. C'est ça. Mais ce que je découvre d'intéressant, c'est toutes ces personnes qui font vivre la mémoire. Je pense à Jackie Jalem avec l'école Cabois, qui participe et qui nous aide aussi à faire il sera là pour... Oui, Jackie sera là. Le matin, il y aura des ateliers pour Timoun chanter à Chabin. Donc, les enfants vont apprendre les chansons de Chabin. Et ensuite, le gros temps fort, c'est le beau cantage, donc la conférence, avec Marilyn Dahomey, avec Franck Garin, avec Joël Nankin. Marilyn Dahomey qui a écrit l'ouvrage qu'on vient de voir. On a vu tout à l'heure. L'ouvrage sera disponible sur place, et Jackie Jalem. Voilà, donc Joël va parler de Chabin et la Bible, de la Bible dans les paroles de Chabin. Oui. Franck Garin voulait parler de la femme dans les paroles de Chabin. Oui. Et Marilyn parlera de la pensée chabinique. La pensée chabinique. La pensée chabinique. Ouais, et Jackie Jalem, lui, va parler de toute l'expérience qu'il y a eu autour de l'école, autour de Chabin. Quoi. Donc il y a vraiment... Jackie Jalem, qui, il faut le dire, que depuis des années, organise des ateliers dans sa région, et pas seulement à Port-Louis, mais un peu partout. Oui, c'est ça. Il tient le mémorial Chabin. Il y aura aussi, j'espère qu'il pourra venir, Christian Lavision. En fait, en dehors de ces 4-là, qui vont avoir des conférences à proposer, il y en aura d'autres. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait cette discussion-là. Et j'invite vraiment le jeune public à venir, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu la sensation que, en dehors de... Comme c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, comme c'est pas des choses qu'on transmet forcément, comme le monde du Gros Cas, si on n'y a pas été emmené par ses parents ou autre, c'est des choses qu'on regarde un petit peu de loin, on apprend toute l'importance de ces musiques-là, toute l'importance même politique de ces chanteurs-là, de comment certains messages sont passés, de comment le Gros Cas a permis de vivre aussi. Voilà, je précise aussi que vendredi soir aussi, là c'est pas nous qui organisons, mais c'est à Sainte-Rose, l'ANG Sainte-Rose organise une rencontre autour de Christine Aigle. Aussi voilà. Un autre, grand militant aussi pour tout ce qui était les terres. Voilà. Donc que les jeunes comprennent au-delà justement vraiment qu'on sort de cette idée que la culture en Guadeloupe c'est du folklore, c'est juste sympa, c'est amusant. Non, c'est vraiment des choses, des messages politiques sont passés, les consciences politiques se sont éveillées dans ces moments-là et par ces chansons-là. Donc c'est important vraiment de faire l'effort, de venir entendre, de comprendre, de poser des questions à ceux qui portent ces mémoires-là et qui sont encore vivants.
Le lionnage avec le MAC va continuer, puisqu'on a vu dimanche dernier ce que ça a donné. Oui. Et il y aura d'autres actions en ce sens-là. Ben déjà, il y a le rendez-vous du 8, mais on espère qu'il y en aura plein d'autres. Parce que oui, le MAC, c'est un établissement de coopération culturelle. Donc, quelque part, c'est sa mission. Mais c'est vraiment intéressant de voir que cette idée, pendant quelque temps, il y a des gens qui nous ont dit qu'on était fous. Hein. Ni monde qui dit, nous, c'est pas la peine de nous appeler. Écoute, Laurence, finalement, travailler ensemble, bof, on va attendre. Enfin, non, voilà. Parce que nous, toujours pas, il fallait qu'on fait des billets comme ça. Après, c'est normal, hein, qu'il y ait ôté aux subventions, qu'il y ait ôté sur... Voilà. Mais bref, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, chacun comprend où est-ce qu'on voulait aller et chacun voit l'importance que ça avait d'avoir un lieu pour se retrouver. En plus, on commence à pouvoir sortir un petit peu plus, qu'on puisse ensemble travailler, se rencontrer, se lier en nez. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra aller même dans nos métiers un peu plus loin. Alors, il y a un jeune qui m'a posé la question, je te la pose. Il dit oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les musiques urbaines? Parce qu'il y a des jeunes qui aiment le Goka, mais ils ont aimé aussi musique urbaine. Pour le coup, au centre des arts, il y a eu des résidences de hip-hop, même de gens qui sont venus d'ailleurs de Guadeloupéens qui sont restés là pendant 3 semaines, qui ont dormi là, qui ont fait un spectacle. On a fait le Weekend Street Art, il y a des graffeurs, voilà. Donc clairement, les musiques urbaines sont bien représentées. Voilà. Mais après, c'est vrai que oui, il faut que ces artistes-là, qu'on puisse les entendre. C'est pour ça que tout l'intérêt pour nous du comité culturel, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que là, on ne sait pas à qui se raccrocher. Moi, je suis productrice, mais les premiers spectacles que j'ai organisés, j'ai appris au fur et à mesure. Et c'est Claude qui a vu et qui m'a dit, tiens, mais tu sais ce que tu fais là dans un bar, voilà, il y a moyen de... Il y a moyen de le faire au Centre des Arts et on a fait mon premier festival était au Centre des Arts avant que ça ferme. Des gens comme Philippe Bon à l'époque à la DAC, c'est lui qui m'a... Moi je ne savais même pas qu'on donnait des aides pour faire ça. Donc il y a des choses qu'on apprend sur le tas parce qu'on ne sait pas à qui se rapprocher, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment cette économie-là tourne et c'est vraiment important à mon avis qu'on puisse vraiment se positionner dessus et qu'on ait ce centre de ressources-là où les artistes puissent venir. Voilà. Alors je pose la question à Laurence Makiaba. Oui. Le festival Makiaba. Le festival, le festival Héritage, le festival Héritage. Alors, on est en train de repartir. Ce sera plus à Petit Canal pour diverses raisons. Ce sera au CAC. Ce sera peut-être au MACT, puisqu'il y a des discussions qui vont se faire à ce niveau-là, ou dans d'autres communes. Voilà. Oui. Donc, je pense qu'on a fait. Pas qu'on a fait le tour, mais... 3 éditions à Petit Canal. On a fait 6 éditions. 5 éditions, parce que la 6e, elle s'est faite en ligne. Mais on a fait 5 éditions à Petit Canal. On est passé d'un budget tout petit rikiki qu'on a fait, on a multiplié x 10. On est passé d'un festival où il y avait 2 partenaires à un festival où on est devenu événement majeur du territoire sur la CNGT. Voilà. Donc je pense qu'on a montré qu'autour de l'histoire, autour de nos traditions, de culture, il y avait moyen de créer une économie. Donc on va continuer, mais simplement ailleurs, c'est tout. Oui, donc c'est à programmer pour les semaines, les mois, les années à venir. Laisse-moi finir, je vais revenir te voir pour te dire tout ça. Ah, vous pouvez me dire ça, oui, bon, ok, j'ai rien dit. Bon, en tout cas, rendez-vous donc samedi 19. Samedi 19, le matin, pour les enfants, avec l'atelier Chabin, et vraiment à 16h, le beau cantage. Oui. Venez en apprendre plus sur les grands de notre musique. D'accord, voilà. C'est dit. La programmation continue pour le CAC? Oui, la programmation continue. Alors, il faut crier le CAC, mais il faut crier le CAC Maurice Condé. Le CAC Maurice Condé, on a toutes nos règles. C'est le CAC Maurice Condé. Oui, le CAC Maurice Condé. Alors, j'ai pas toute la programmation en tête. C'est vrai qu'on s'est dit qu'on ferait aussi quelques beaux cantages sur, par exemple, toutes nos cultures, sur toutes nos superstitions, Donc, c'est des choses qu'on est en train de préparer qui vont revenir. Et pour tout te dire, il y a une association qui est née depuis, qui s'appelle Kui Akilti. Et c'est Kui Akilti qui a organisé justement avec Raymond le dimanche au commandement. Donc, clairement, il y a beaucoup d'idées, de projets qui sont là et donc ça va sortir. On ne fait rien sur la presse et les médias. En fait, vidéo. Parce que c'est important, parce qu'ils ont besoin de la presse et les médias quand même, et les Guadeloupéens ont envie d'autre chose que ce qu'on entend, que ce qu'on voit ou que ce qu'on lit. Donc, mais je sens qu'on va se parler après, mais il n'y a pas de souci, franchement, c'est le centre des arts de tout le monde, donc il faut que chacun peut venir. On a noté, 13h27, merci Laurence en tout cas, on se retrouve tout à l'heure, après on prend la deuxième pause, Yann, ça y est, c'est parti, et puis rendez-vous donc samedi, et Timouna Okela. Merci, toujours. Ouais. Timouna à Florence aussi. Certainement. Donc, on voit ça. Ok, c'est parti. À tout de suite.
Retour sur le plateau du ZCL, il est 13h30. Dans un instant, on va retrouver la chronique de Noémie Milne, comme chaque mardi. Je dépose ça là, mais avant, on va faire un petit retour sur cette rencontre au MAC de Gisèle Pineau dans le cadre de la semaine, enfin le mois de l'architecture, et je suis aussi jamaïcaine, parce que je le rappelle que Gisèle Pineau a écrit un bouquin qui s'appelle La Guadeloupe en temps longtemps. Justement, dans cet ouvrage, on voit un peu l'architecture du temps longtemps, de l'époque avant le cyclone 28, et puis l'époque aussi à l'étude. Retour sur ce rendez-vous du MAC, Vianney Balbé. Nous sommes au MAC, à l'auditorium, et je viens présenter, grâce à la Maison de l'Architecture et au MAC, je suis très honorée d'ailleurs, je viens présenter Adi Soleil Noir et Guadeloupe d'antan, des ouvrages que j'ai écrits. Voilà. C'est un enjeu extraordinaire, c'est une rencontre, c'est toujours l'occasion de parler de ces livres. Et puis je tiens particulièrement à mon roman Adi Soleil Noir qui retrace le destin d'une jeune Guadeloupéenne dans l'entre-deux-guerres. Écoutez, je pense que les architectes sont des créateurs et des passionnés comme moi-même. Chacun dans son art va évoluer à sa manière et contribuer à apporter un peu plus de beauté au monde. Alors ce projet est né du fait que la Maison de l'Architecture est une association culturelle qui a pour vocation le partage de la culture architecturale. Et donc on organise des événements régulièrement autour de films d'architecture, autour de livres. Ce soir c'est autour de livres, c'est les soirées DOM-TOM, DOM-TOMES. Et donc régulièrement on présente des livres qui ont trait en général à l'architecture, mais parfois à l'art, parfois au design. Et on en a fait un inventaire de tous les livres guadeloupéens qui parlent de toutes ces questions-là. Et donc on organise des rencontres. Pourquoi Madame Pineau ? Parce que c'est un peu au feeling, c'est le sujet, c'est le fait que les cartes postales guadeloupéennes, ça parle de notre patrimoine, ça parle d'histoire. Et puis après, Adi Fidelin, pourquoi ce livre-là en particulier ? Parce qu'elle a eu un prix pour ça. Il y a quelques mois, et c'est vraiment un sujet qui est assez méconnu, enfin qui était méconnu en tout cas avant que le livre ne sorte, d'une Guadeloupéenne qui a fait vraiment partie de l'histoire de l'art, qui a marqué les esprits dans les années 40, puisqu'elle était aux côtés de Pablo Picasso, de Man Ray, de Paul Éluard. Et malheureusement, elle a été oubliée par l'histoire. Et donc aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que sa mémoire revient. Et c'est une belle soirée justement pour célébrer sa mémoire. Ils m'ont tout simplement contacté et j'ai accepté puisque j'aime beaucoup les rencontres, j'aime beaucoup parler de ce que j'écris, de ma passion, de mon métier d'écrivaine. Alors voilà, c'était l'occasion de rencontrer peut-être de nouveaux lecteurs et puis un nouveau public. Et puis j'aime bien cette idée de collaboration avec l'architecture, puisque dans mon livre Guadeloupe d'antan, je parle d'une Guadeloupe qui n'existe plus, qui a disparu. Mais heureusement qu'il y avait un photographe qui était là et des photographes qui qui ont posé le temps, suspendu le temps grâce à la photographie. Voilà, un ouvrage qu'il faut avoir aussi, je lis livre tout le temps, mais pas de moyens ou avancer à nos pays si vous ne parlez rien. Et donc ce livre de Madame Pineau, Guylaine à présent, Gisèle Pineau, pardon, il est intéressant. Il y a deux ouvrages, La Guadeloupe en temps longtemps, et puis Alex aussi, le bouquin qu'elle a écrit sur cette jeune Guadeloupéenne. Bien, alors, là, on parle depuis quelques jours de rebond du Micron, qui vient crier, le virus là, qui circule depuis quelque temps. Comme il fallait s'y attendre après le carnaval, comme il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de geste barrière, si on a fait ça, le virus a remonté, et un rebond. Et par rapport à ça, pour l'instant, comme il y a des présidentielles françaises, je ne veux pas bloquer empêcher mon à voter. Donc on laisse les Guadeloupéens faire un peu ce qu'ils veulent, pratiquement en disant simplement masque et gestes barrières. Mais il est sûr qu'après les présidentielles françaises, la situation va changer. Et c'est vrai que le virus il continue à augmenter. Et en quelques jours, il y a plus de 3200 cas, ce qui ne s'était pas arrivé depuis très longtemps, puisque les semaines avant le carnaval, ça s'était un peu calmé. Qu'en pensent les Guadeloupéens de ce rebond? Micro-trottoir, on regarde. Le Covid, je ne m'en occupe pas. À partir du moment où ils ont dit faire attention, distance, masque, je porte mon masque. Quand j'ai fini, je retire mon masque, j'entre chez moi. Mais je crois que s'il faut tout écouter,
on ne comprend plus rien. C'était prévisible, de toute façon nous ne sommes pas les seuls, en métropole également les chiffres augmentent. Mais il va falloir qu'on apprenne à vivre avec, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Hein. Donc, avez-vous une crainte? Pas du tout, puisque je prends mes précautions, ainsi que ma famille, donc non. Je fais ce qu'il faut, hein. De toute façon, si je dois l'avoir, je l'aurai, mais je prends mes précautions. Les Guadeloupéens se sont relâchés ces derniers jours? On dira oui et non, comme un peu partout, hein. Comme en Martinique, en métropole. On s'est un peu relâché, mais même si on prend les précautions, vous voyez bien que même avec les gens qui prennent le vaccin, ils l'attrapent également. Donc, même en étant vacciné, on peut l'avoir une fois, 2 fois. Donc, les chiffres augmentent. C'est normal après, une fois que les chiffres vont augmenter. Moi, c'est mon avis, on va atteindre l'immunité collective. Il y a aussi des gens qui ne respectent pas la pandémie. Parce que le préfet, c'est avec le carnaval. C'est pourquoi, puisque les gens voulaient sortir, bouger, aller faire la fête. Mais on s'attendait à ça. Tout le monde savait. Hein? Je ne suis pas scientifique, je suis un médecin, mais quand même, plus il y a du monde qui se côtoie et à une distance réduite, il y a des risques. Hein. C'est peut-être vrai, mais j'ai l'impression que la grippe doit se mêler aussi à cette histoire de Covid. Moi, c'est mon avis. Hein. Je n'ai aucune crainte parce que jusqu'à maintenant, la Guadeloupe est très peu vaccinée et on se rend compte qu'il n'y a pas plus de dégâts que cela. Donc pour moi, certainement l'Omicron, c'est une petite grippe. Je m'organise pour rester chez moi autant que possible et ne pas me retrouver confronté à la foule. Oui, que ça touche mes enfants parce que j'ai des enfants qui sont allergiques, asthmatiques. Donc voilà. Parce que je sais que par rapport à l'asthme et à l'allergie, c'est plus en fait dangereux en fait, le Covid. Donc voilà, ça peut toucher beaucoup plus. Enfin, moi, je vais d'éviter. On va faire la confiance. Et premièrement, et deuxièmement, on a l'impression aussi, le fait que ces jeunes courir là, ça peut augmenter aussi le chiffre de Covid. Ça seulement comme à supposer, mais à vie, moi c'est ça. De toute façon, on ne peut pas éviter, hein. On ne peut pas l'éviter. Hein. On aura beau faire, on ne pourra pas l'éviter. Hein. Voilà, on ne pourra pas l'éviter, mais il faut nous faire attention, il faut nous prendre un petit peu de grasier en amont, comme ça, le virus va arriver au moment où j'apparais. Voilà, il est 13h40, on termine ZCL avec la chronique de Noémie, comme chaque mardi. C'est parti, elle dépose ça là, nous aussi. C'est pas Lily du 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de la notion de couple et des différentes conceptions qui en découlent. Pourquoi j'ai choisi ce sujet de chronique? C'est tout simplement parce que récemment j'ai eu une discussion sur le fait que les couples seraient oui ou non mis à rude épreuve avec l'avènement des réseaux sociaux. Et que c'est un sujet qui je pense nous intéresse beaucoup puisqu'on est pratiquement tous concernés par le couple. Déjà, qu'est-ce qu'un couple? Là encore, c'est une question finalement qui reste complexe. La vision de couple dépend de chacun. C'est avant tout une relation qui est définie entre plusieurs personnes, habituellement 2 personnes, qui décident d'avancer ensemble selon des principes ou des règles qu'ils partagent. Traditionnellement, dans notre société ici aux Antilles, un couple c'est quoi? C'est 2 personnes qui sont fidèles entre elles, qui s'aiment et qui décident d'avancer ensemble. Finalement, notre vision du couple est un héritage qui vient du christianisme, la fidélité, le fait d'habiter ensemble uniquement lorsqu'on est marié. Dans d'autres religions ou cultures, par exemple, la norme c'est la polygamie. Certaines personnes sont aussi dans des relations de couple, comme par exemple les couples libres, où certes il y a 2 personnes qui forment un socle, mais où l'exclusivité n'est pas forcément la norme, c'est-à-dire que, en toute honnêteté, les personnes du couple sont libres de développer d'autres relations avec des personnes qui sont extérieures au couple. Tout ça dans la franchise et dans la bienveillance. Il y a des normes qui sont plus ou moins jugées acceptables par la grande majorité de la population, tout comme d'autres conceptions qui, elles, vont être rejetées par la majorité de la population.
Je trouve que chez nous, il peut parfois y avoir des personnes qui sont un peu trop intrusives, c'est-à-dire qui vont poser des questions ou qui vont donner un avis sur les relations amoureuses d'autres personnes qui n'auraient pas forcément sollicité un avis. Je prends un exemple, dire à une femme qu'elle aurait eu trop de relations et qu'il serait temps de se poser, dire à un homme qu'il serait à un âge où il devrait se marier. Ce sont des idées reçues qui sont basées sur une construction sociale, mais chaque individu finalement est unique et chaque individu devrait être capable d'être au sein d'une relation qui lui convient et qui l'épanouit pleinement. Pourquoi la norme de notre société resterait-elle une relation monogame avec fidélité qui aboutit à un mariage, puis à des enfants et qui finissent leur vie ensemble, vieillissent ensemble et meurent ensemble? Pourquoi ça dérange autant la société que certains individus sortent des cadres qui leur sont proposés? Pourquoi imposer une vision standardisée à tout le monde? Un couple n'est pas forcément hétérosexuel, un couple n'est pas forcément exclusif, même si c'était déjà le cas auparavant. Ce qui a changé maintenant, c'est qu'on a cette possibilité de s'exprimer librement et d'affirmer librement nos choix. Simplement, il y a encore des gens qui sont réticents à suivre pleinement leurs ressentis. Au final, c'est pas la société qui va vivre votre relation pour vous au quotidien, c'est vous qui êtes dans cette relation, c'est vous qui souffrez si jamais cette relation fait souffrir, c'est vous qui êtes heureux si cette relation vous rend heureux. Personne d'autre. Ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce que finalement le sentiment amoureux, est-ce que c'est possible d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps? Ces questions qu'on s'est toujours finalement posées en tant qu'humain, mais auxquelles on n'a pas vraiment de réponse, puisque chaque individu vit sa propre expérience et chaque individu se fait ses conclusions à travers ce qu'il a vécu. Chaque personne évolue à son rythme. Il y a des gens qui peut-être seront heureux très jeunes dans une relation durable sur des années, voire à vie. Tout comme d'autres personnes peuvent s'épanouir dans d'autres aspects, comme par exemple des aspects professionnels, des aspects de loisirs. C'est vrai que c'est pas évident quand on fait face par exemple à un idéal familial, à un idéal qu'on a toujours construit depuis qu'on est petit. Mais au bout du compte, le but de la vie n'est-il pas d'être heureux? La vie passe vite, la vie est courte, donc autant la passer dans des bonnes conditions, dans des conditions finalement qui vous conviennent, vous et vous seuls, et dans lesquelles vous êtes épanoui. Pour les personnes qui, elles, se cherchent encore, n'ont pas encore défini quel type de relation était faite pour elles ou si les relations, tout simplement, étaient faites pour elles, quelle importance? L'important, finalement, est d'être épanoui d'un point de vue personnel et sentimental et d'être avec une personne qui est épanouie également et qui partage votre point de vue, votre vision de la relation. Si vous souhaitez, par exemple, une relation qui n'est pas exclusive, en discuter avec votre partenaire ou trouver un partenaire qui partage la même vision que vous. Et c'est uniquement comme ça que votre vie sera perçue d'une manière agréable. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, notamment au sein des anciennes générations, qui sont par moments restées des années dans des relations qui ne leur convenaient plus, soit pour raisons financières, pour raisons familiales, et je trouve ça triste aussi de perpétuer cette vision des relations aux générations futures. Parce qu'une relation de couple n'est pas faite pour souffrir. Et je sais qu'on entend souvent des gens dire que l'amour ça fait mal, l'amour ça fait souffrir. Non, l'amour ça fait pas souffrir en fait. L'amour c'est censé être facile. Lorsqu'on est avec la personne qui nous convient, tout est censé être fluide. Évidemment qu'il y aura parfois quelques désaccords, puisque c'est normal, tout le monde est humain, on n'est pas tous d'accord à 100%. Mais globalement, ces petits désaccords ne doivent pas être une source d'angoisse au quotidien, de bataille. Il faut quand même que dans la globalité, votre relation reste agréable et reste fluide. Mais bon, après, chacun sa vision. Je sais qu'il y a des personnes qui ne partagent pas cet avis. Il y a des personnes pour qui être en couple, c'est un combat, clairement. Qu'une personne, c'est pour la vie, contre vents et marées, que la personne vous ait fait du mal, vous ait frappé, vous ait cambriolé, c'est pas grave. Vous êtes en couple, vous êtes mariés, alors vous restez ensemble. D'une certaine manière, c'est admirable, une telle persévérance. Mais finalement, cette persévérance, elle sert à quoi si vous êtes malheureux dans votre relation? Il y a plus de négatifs pour moi dans une relation comme ça, où on est malheureux, où on se force à faire perdurer le lien, alors que peut-être que ce lien est mort. Peut-être qu'il y a des personnes en ce moment qui regardent cette chronique, qui sont dans une relation qui finalement est déjà terminée. Et qui sont toujours là à se battre, à maintenir un lien pour une construction sociale. Parce qu'être dans un couple qui dure, c'est bien vu, c'est être une personne sérieuse, une personne responsable, mais qui au fond d'elles savent que ce n'est pas ce qu'il leur faut. Je n'influence personne, je donne simplement des faits qui existent, qui sont là, qui sont partagés par certaines personnes. Mais je dis juste que chaque personne a droit au bonheur et chaque personne a le droit d'être épanouie. On n'a pas finalement à dicter aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie, c'est aux gens de faire leurs choix et de faire des choix qui permettent leur épanouissement et qui ne blessent pas les autres en même temps.
toutes les raisons sont bonnes pour rester dans une situation qu'on connaît déjà, finalement, une situation qui reste confortable, même si c'est une situation qui peut nous faire souffrir. L'inconnu effraie, ce qui est compréhensible, mais par moments, il faut prendre des décisions qui parfois peuvent être difficiles, mais qui sont pour notre bien et pour notre épanouissement futur. Là, sur le couple, si vous avez raté, vous avez la possibilité de voir le replay sur le Facebook de Canal 10 ou de ZCL. Sinon, nous, on a terminé aujourd'hui. On a reçu beaucoup de gens. Madame Michel Robin-Clair et son éditrice pour cet ouvrage, Madame Charbonnet, Guylaine Charbonnet, pour cet ouvrage d'Aliture. C'est le deuxième épisode, on en avait déjà parlé, mais cette fois-ci avec l'éditrice. On a reçu aussi Laurence Makiaba qui nous a parlé des manifestations qui auront lieu ce week-end, notamment samedi. On l'a Chabin, ça va être intéressant. Si je parle de Chabin, c'est un grand métamonioka Goka en région Nord-Grande pour lui, Petit Canal. C'est qui l'occasion pour vous et qu'il y aura donc du Goka, des paroles, etc. etc. Noémie Mille, la chronique, je dépose ça là. Et puis on a fait un petit tour d'actualité, particulièrement sur la question du micro-trottoir et du rebond. On a vu l'inauguration de la maison de la famille, de la parenté, c'était à Bémao, et aussi aux Abîmes, il y a l'inauguration d'une route depuis longtemps qui était attendue, mais ça y est, c'est fait. Et puis avec ça, on a fait le tour d'actualité aujourd'hui, les 13h49, merci. Et nous retrouvons-nous demain, même là, et les autres, toujours fidèles au poste. Et si j'ai raté, on dit, mais je comprends rien les Facebook là, mais le proverbe du jour n'est pas encore sorti. Il est arrivé, nous voyez, et c'est Yann qui a fait la réalisation aujourd'hui. On lui dit merci. Ainsi que Sandy, qui est sur Twitter, et notre nouvel assistant qui est là aussi, Dylan, qui est nous Tifos. Allez, c'est parti. Ok, bien. Ah ben, à demain. Il est parti.